Un soir du mois d'août 1972, une jeune fille de 16 ans, Marie-Claire, suit un copain de lycée pour, pensait-elle, faire un tour en voiture et écouter de la musique. Mais le jeune homme l'amène chez lui, la frappe et la viole. Elle est enceinte. Elle se confie à sa mère, Michel Chevalier, qui part à la recherche d'une personne acceptant de pratiquer un avortement. Elle rencontre alors une secrétaire qui accepte pour 1 200 francs de s'occuper de sa fille à l'aide d'une sonde artisanale. Le jeune violeur, arrêté pour vol, dénonce Marie-Claire à la police, laquelle est relaxée par le tribunal pour enfants. Mais sa mère, la secrétaire, ainsi que la personne qui les a mises en relation, sont poursuivis devant le tribunal de Bobigny pour complicité d'avortement. Ce procès a été le point de bascule de la législation concernant l'avortement. Michel Chevalier a été condamné à 500 francs d'amende avec sursis, peine qui n'a jamais été exécutée. Gisèle Halimi était l'avocate de Michel Chevalier. Maître, vous avez la parole pour la défense. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, je ressens avec une plénitude jamais connue à ce jour un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Je ressens donc au premier plan, au plan physique, une solidarité fondamentale avec ces 4 femmes et avec les autres. Ce que j'essaye d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces 3 femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je parle aujourd'hui, messieurs, de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression que subissent les femmes. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs, et je pose à chaque fois la question, et j'autorise le tribunal à m'interrompre, s'il peut me contredire. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, pour la femme d'un médecin célèbre, d'un grand avocat, d'un PDG, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Je pose la question. Cela s'est-il trouvé dans cette enceinte de justice ou ailleurs? Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Ce que nous avons fait, nous, à la défense, et ce que le tribunal peut faire, c'est se livrer à un sondage très simple. Prenez des jugements de condamnation pour avortement. Prenez les tribunaux de France que vous voudrez, les années que vous voudrez. Prenez 100 femmes condamnées et faites une coupe socio-économique. Vous retrouverez toujours les mêmes résultats. 26 femmes sans profession de milieu modeste, 35 secrétaires, 15 vendeuses, 16 institutrices, 5 ouvrières, 3 étudiantes. Autre exemple de cette justice de classe qui joue sans la moindre exception concernant les femmes. Le manifeste des 343. Vous avez entendu à cette barre 3 de ses signataires. J'en suis une moi-même. 343 femmes ont dénoncé le scandale de l'avortement clandestin. Les a-t-on seulement inculpés? Nous a-t-on seulement interrogés? Je pense à Simone de Beauvoir, à Françoise Sagan, Delphine Seyrig, que vous avez entendu, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve. Dans un hebdomadaire à grand tirage, Catherine Deneuve est présentée avec la légende « la plus jolie maman du cinéma français ». Certes, c'est aussi la plus jolie avortée du cinéma français. Alors, retournons aux sources pour que Marie-Claire, qui s'est trouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement. Il eût fallu prouver
qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte, et tous les moyens de prévoir. Ici, messieurs, j'aborde la question de l'éducation sexuelle. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de Marie-Claire en France ont appris qu'elles avaient un corps, comment il était fait, ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu'elles pouvaient en prendre et en donner. Combien? Très peu. J'en ai peur. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle à l'école si on ne veut pas d'avortement? Pourquoi ne commence-t-on pas par le commencement? Pourquoi? Parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos sociétés judéo-chrétiennes qui s'oppose à la dissociation de l'acte sexuel et de l'acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent tous les deux être des actes d'amour, mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d'empêcher les enfants de savoir qu'ils peuvent être dissociés. Deuxième responsabilité, l'accusation, je le lui demande, peut-elle établir qu'il existe en France une contraception véritable, publique, populaire et gratuite? Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine qui est la nôtre aujourd'hui. Je parle d'une véritable contraception. La contraception à l'heure actuelle, c'est peut-être 6 ou 8% des femmes qui l'utilisent. Et dans quelle couche de la population? Vous l'aurez compris. Ou pas, mais je vous l'annonce. Dans les couches populaires, 1%. Dans la logique de la contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Supposons, pour illustrer le propos, que nous ayons une parfaite éducation sexuelle. Supposons que cela soit enseigné dans toutes les écoles. Supposons qu'il y ait une contraception véritable, populaire, totale, gratuite. On peut rêver. Prenons une femme libre et responsable, car les femmes sont libres et responsables. Prenons donc une de ces femmes qui aurait fait précisément ce que l'on reproche aux autres de ne pas avoir fait. C'est-à-dire qui aura manifesté constamment, en rendant visite à son médecin, sa volonté de ne pas avoir d'enfant, et qui, malgré tout, se trouverait enceinte. Je pose alors la question, que faut-il faire? J'ai posé la question à tous les médecins, qui m'ont répondu, il faut qu'elle avorte. Voilà. Il y a donc inscrit, dans la logique de la contraception, le droit à l'avortement. Car personne ne peut soutenir, du moins je l'espère, que l'on peut donner la vie par échec. Et il n'y a pas que l'échec, il y a l'oubli. Supposez qu'on oublie sa pilule. Oui, on oublie sa pilule, je ne sais plus qui trouvait ça criminel, mais on oublie sa pilule. Supposez l'erreur dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme. L'erreur, l'échec, l'oubli. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur? C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité, et par conséquent, à la fatalité physiologique. Il y a des filles, des jeunes filles même, qui, elles, vont jusqu'au bout de leur grossesse, pour des raisons complexes, mais disons, parce qu'elles respectent la loi. Elles vont jusqu'au bout par respect pour la loi. Que fait-on pour elles? On les traite de putains. On leur enlève leurs enfants, on les oblige la plupart du temps à les abandonner, on leur prend 80% de leur salaire, on ne se soucie même pas qu'elles sont obligées d'abandonner leurs études. C'est une véritable répression qui s'abat sur les mères célibataires. Il y a donc là une incohérence au plan même de la loi. Et j'en arrive alors à ce qui me paraît le plus important dans la condamnation de cette loi. Cette loi, messieurs, elle ne peut pas survivre. Et si vous m'écoutiez, elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus. Parce qu'elle est contraire, fondamentalement, à la liberté de la femme. C'est être, depuis toujours, opprimé.
L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme, ménagère ou courtisane. Et pour trouver le moyen de cette soumission, messieurs, comment faire? Simone de Beauvoir vous l'a très bien expliqué tout à l'heure. On fabrique à la femme un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à tout ici, c'est la maternité. Un homme se définit, se réalise par son travail, sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. Savez-vous, messieurs, que les rédacteurs du Code civil, dans leur préambule, avaient écrit ceci, et c'est là tout le destin de la femme. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants, elle est donc sa propriété, comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Certes, le Code civil a changé, et nous nous en réjouissons, bien sûr, mais il est un point fondamental sur lequel la femme reste opprimée, et il faut, ce soir, que vous fassiez l'effort de nous comprendre. Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. S'il reste encore au monde un cerf, c'est la femme, c'est la serve, puisqu'elle comparaît devant vous, messieurs, quand elle n'a pas obéi à votre loi, quand elle dispose de son corps, quand elle avorte. Comparaître devant vous. N'est-ce pas déjà là le signe le plus certain de notre oppression? Pardonnez-moi, monsieur, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Bon. Regardez-nous et regardez-vous. 4 femmes comparaissent devant 4 hommes. Et pour parler de quoi? De son, d'utérus, de ventre, de grossesse et d'avortement. Croyez-vous que l'injustice fondamentale et intolérable n'est pas déjà là? Ces 4 femmes devant ces 4 hommes, comment voulez-vous que ces femmes puissent avoir envie de faire passer tout ce qu'elles ressentent jusqu'à vous, quelle que soit votre bonne volonté pour les comprendre? Elles parlent d'elles-mêmes, de leur corps, de leur condition de femme, et elles en parlent à 4 hommes qui tout à l'heure vont les juger. Cette revendication élémentaire, physique, première, disposer de nous-mêmes, disposer de notre corps, quand nous la formulons auprès de qui? Auprès d'hommes. C'est à vous que nous nous adressons. Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? C'est démentiel. Acceptez que nous soyons à ce point aliénés. Accepter que nous ne puissions pas disposer de notre corps. Ce serait accepter, messieurs, que nous soyons de véritables boîtes, des réceptacles dans lesquels on sème, par surprise, par erreur, par ignorance, dans lesquels on sème un spermatozoïde. Ce serait accepter que nous soyons des bêtes de reproduction, sans que nous ayons un mot à dire. L'acte de procréation est l'acte de liberté par excellence, la liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de l'avortement et à l'égard de cette loi et de cette répression. Et vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain, quel que soit son sexe, a le droit de disposer de lui-même? Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé, et je prie le tribunal d'excuser la longueur et la vigueur de mes explications. Je vous dirai seulement encore 2 mots. A-t-on encore aujourd'hui le droit en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elle-même? Ce jugement, messieurs, vous le savez, je ne fuis pas la difficulté et c'est pour ça que je parle de courage. Ce jugement de relax sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Nous vous le disons, il faut le prononcer parce que nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche
Et je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence.